Bonsoir. Avant de commencer, on va prendre un tout petit moment, rien que pour vous et votre respiration. Installez-vous comme il faut, sur le dos de préférence, les bras un peu écartés du corps, les mains ouvertes, paumes vers le plafond. Laissez la couverture faire tout le travail du poids. C'est elle qui vous tient, vous n'avez plus rien à tenir. Fermez les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et on va respirer ensemble, lentement, 4 fois, pas plus. Inspirez par le nez, doucement, comptez jusqu'à 4 dans votre tête, 1, 2, 3, 4. Retenez un court instant, sans forcer, et soufflez par la bouche, très lentement, comme si vous souffliez sur une vitre glacée, juste assez pour y faire fondre, un instant, un tout petit rond de givre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspirez. L'air entre par le nez, frais et léger, il descend jusque dans le ventre, qui se soulève à peine 1, 2, 3, 4. Et on relâche, longuement, par la bouche, les épaules qui descendent un peu plus dans le matelas à chaque expiration. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une troisième fois, sans rien changer. Vous n'avez rien à réussir, il n'y a pas de bonne façon de faire ceci. Juste l'air qui va, et qui vient, et vous qui le laissez faire. Inspirez, et soufflez, et sentez, à chaque souffle qui sort, une petite partie de la journée qui s'en va avec lui, comme la chaleur d'une main quitte lentement une poignée de porte qu'on vient lâcher. Une dernière fois, la quatrième, la plus lente de toutes. On y accède par une allée qu'on devine à peine sous la neige fraîche, bordée d'un simple garde-corps de rondins que la gelée a couvert d'un fin duvet blanc, un peu comme un vieux pull qu'on aurait laissé dehors. Vos pas s'enfoncent avec ce bruit feutré et propre de la neige de montagne, plus sec, plus craquant que celle de la plaine, presque musicale à chaque appui. La porte du chalet, en épaisse planche de mélèze grisée par des décennies de gel et de soleil, s'ouvre avec ce raclement bref et familier du bois qui a gonflé légèrement dans l'humidité de l'hiver, malgré le rabot qu'on lui passe chaque automne sans jamais tout à fait en venir à bout. Et là, dès le seuil, l'air change complètement. On quitte le froid sec et mordant de l'altitude pour une chaleur sèche, celle du bois qui brûle depuis des heures, qui se dépose aussitôt sur le visage comme une main tiède posée en plein front. L'air sans la résine de mélèze, le pain qu'on a fait lever près du poêle, et quelque chose de plus discret encore, un parfum de foin séché qu'on ne saurait pas nommer tout de suite, mais qui vient, on le comprendra plus tard, des bottes qu'on garde dans la resserre attenante pour l'unique vache que le chalet héberge encore l'hiver, faute d'avoir pu la redescendre à temps avant les premières neiges. Le chalet lui-même se compose d'une grande salle commune, basse de plafond, aux poutres noircies par des générations de fumée de bois, où tout se passe. On y cuisine, on y mange, on y dort à la belle saison quand des randonneurs de passage demandent l'hospitalité, et on y veille, l'hiver, quand plus personne ne monte. Le sol, fait de larges dalles de pierre du pays, garde toujours, même la nuit, une chaleur douce transmise depuis le grand poêle de faïence blanche qui trône au centre de la pièce, un poêle ancien, presque aussi aucun homme, dont la faïence craquelée par endroits dessine, à qui prend le temps de la regarder, un lacis de petites lignes semblables aux veines d'une feuille. Ce poêle, précisément, mérite qu'on s'y attarde. Construit voici plus d'un siècle par un artisan du village dont le nom, Anselme Broll, reste encore visible, gravé en lettres appliquées sur une plaque de fonte au pied de l'appareil, il chauffe l'ensemble du chalet grâce à un système de conduits internes en labyrinthe qui retiennent la chaleur du bois brûlé bien après que les flammes elles-mêmes se sont éteintes, si bien qu'on ne l'alimente, l'hiver venu, que 2 fois par jour, à l'aube et au crépuscule, pour une chaleur qui, elle, ne faiblit jamais vraiment entre-temps. Au centre de la grande salle, une longue table de bois brut, patinée et un peu creusée par endroits à force de coudes posés dessus, porte encore les traces de générations de veillées. Des initiales gravées au couteau dans un coin discret, une tache d'encre ancienne jamais tout à fait effacée, un cerne de tasse répété si souvent au même endroit qu'il a fini par colorer le bois d'une ombre légèrement plus sombre que le reste, comme une lune posée sur la table depuis toujours. C'est là que Madame Odile, gardienne du chalet depuis 22 ans, prend chaque soir d'hiver son quart, un peu comme on prend une garde, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Veiller à ce que rien, cette nuit encore, ne gèle, ni la vache dans sa resserre, ni les conduites d'eau qui courent sous le plancher, ni, plus simplement, le chalet lui-même, qui semble parfois, dit-elle,
avoir besoin qu'on lui tienne un peu compagnie pour continuer de tenir debout, comme n'importe qui d'autre passé. Un certain âge. Elle porte un gros gilet de laine tricoté par ses soins, des chaussons de feutre épais qu'elle change de la tombée du jour contre ses bottes de travail, et garde, en permanence à portée de main, un châle supplémentaire qu'elle jette sur ses épaules dès que le vent se met à souffler contre les volets. Sa première tâche, chaque soir, en entrant dans la grande salle après avoir fait le tour de la resserre et vérifié l'abreuvoir de la vache, est de relever la température affichée par le vieux thermomètre suspendu près de la fenêtre, puis celle de 2 autres thermomètres identiques, l'un dans la resserre, toujours plus froid de quelques degrés, l'un dans la petite chambre du fond qu'elle n'utilise plus mais qu'elle continue de surveiller par habitude. Et parce qu'une pièce qu'on cesse de surveiller trouve toujours le moyen de vous surprendre. Elle note les 3 chiffres dans un cahier à couverture de toile cirée, d'une écriture ronde et penchée, à côté de la date, comme elle le fait depuis 22 ans, sans en avoir jamais manqué un seul. Même le soir où elle s'est foulée la cheville sur le sentier gelé et a fini, raconte-t-on, par noter les chiffres allongés sur le banc, la jambe surélevée sur un coussin. Le cahier lui-même, si l'on prenait le temps de le feuilleter, raconterait mieux que quiconque l'histoire de ce chalet. Des colonnes de chiffres, hiver après hiver, ponctuées de rares remarques en marge, toujours brèves, toujours factuelles. Tempête, nuit du 12, un volet arraché, réparé le lendemain. Lac gelé à cœur, première fois si tôt en 22 ans. Renard aperçu près de la resserre, 3 soirs de suite. On pourrait y lire, si l'on avait toute la nuit, et nous l'avons, la vie entière d'un chalet racontée non par ses joies ni par ses drames, mais par sa seule température, colonne après colonne, comme un cœur dont on aurait, pendant des décennies, simplement compté les battements. Madame Odile passe ensuite à la resserre attenante, une petite pièce de pierre à l'écart de la salle principale, où loge l'unique vache de l'hiver, une bête placide au nom de Marguerite, dont elle vérifie la litière, renouvelle le foin, et à qui elle parle doucement pendant qu'elle travaille, moins par nécessité que par habitude. Une bête qui entend une voix familière chaque soir supporte bien mieux l'hiver qu'une bête qu'on laisse seule dans le noir, dit-elle. Une théorie qu'elle tient de ça. Propre mère, gardienne de chalet elle aussi dans une autre vallée, à une autre époque. Elle fait ensuite le tour des conduites d'eau visibles, courant le long du mur intérieur juste au-dessus du sol, posant la paume à plat sur chacune, l'une après l'autre, sentant si l'eau y circule encore librement, cherchant, du bout des doigts plus que des yeux, la moindre section anormalement froide qui trahirait un début de gel. C'est un geste ancien, presque médical, cette façon de prendre le pouls d'une tuyauterie comme on prendrait celui d'un patient, et Madame Odile, en 22 hivers, n'a eu besoin de dégeler une conduite à la main, à l'aide d'un linge chaud, qu'une poignée de fois pour de bon, mais elle le fait chaque soir tout de même, par méthode, par respect pour ce qui pourrait arriver si elle ne le faisait pas. Avant de refermer la resserre, Madame Odile vérifie toujours, d'un simple coup d'œil, la petite clochette de gel installée juste au-dessus de la porte. Un mécanisme ancien, relié par un fil de laiton à un thermomètre fixé sur la façade nord du chalet, la plus exposée au vent, et qui sonnerait, si jamais la température y descendait sous un certain seuil, jusque dans la petite maison du village où dort son fils, pour qu'il vienne prêter main forte en pleine nuit s'il le fallait. En 22 hivers, elle n'a sonné que 2 fois, toujours pour de bonnes raisons, et Madame Odile, chaque soir, pose 2 doigts sur le fil de laiton, sans vraiment savoir ce qu'elle cherche à vérifier ainsi, sinon peut-être simplement le plaisir de sentir, sous ses doigts, que la chaîne tout entière, poêle, conduite, clochette, fils endormi de l'autre côté de la vallée, tient bon, une fois de plus, pour une nuit de plus. Dans le vieux mélèze qui borde le chalet côté nord, dépouillé de ses aiguilles souples depuis longtemps mais gardant, contrairement au sapin, une silhouette dégagée même sous la neige, vit un renard que Madame Odile appelle, faute de mieux, le voisin, et qu'on aperçoit parfois, vers la tombée du jour, traverser le lac gelé d'une démarche prudente et légère, ses pattes testant la glace à chaque pas avant d'y poser tout son poids. Il ne s'approche jamais du chalet en plein jour, bien sûr, mais il vient souvent rôder, la nuit, près de la resserre, attiré sans doute par l'odeur du foin et de la chaleur qui filtre sous la porte, et l'on peut voir, certains soirs, sa silhouette fine se découper un instant contre la neige bleutée, avant de repartir aussi discrètement qu'il est venu. Le dimanche, en plein jour, le chalet accueille parfois quelques marcheurs venus en raquette depuis le village, curieux de voir le lac gelé de près et de se réchauffer un instant devant le grand poêle, et Madame Odile,
qui n'aime guère parler de son travail devant du monde, se contente alors de répondre par de courtes phrases, un peu bourrues, avant de retourner à ses tâches. Mais la nuit, dit-elle à qui veut bien l'entendre, est un autre monde entièrement. Plus personne pour poser de questions, plus rien à expliquer, juste le poêle, le cahier, et ce silence particulier qui n'existe que dans les endroits où quelqu'un veille pendant que tout le reste dort. Vient ensuite la ronde du soir proprement dite, qui commence toujours par la resserre, se poursuit par la vérification des volets de la façade nord, traverse la petite chambre du fond, et s'achève, tout au bout, par le débarras où l'on conserve, hors gel mais sans luxe de chaleur, les provisions d'hiver, sacs de farine, bocaux de confiture, jambon suspendu aux poutres. À chaque pièce, Madame Odile passe une main le long du mur pour sentir l'humidité, resserre un volet mal fixé, retire une toile d'araignée d'un geste précis du pouce et de l'index, comme on chasserait une poussière du plat de la main. Les provisions, justement, occupent une étagère entière, la plus surveillée de toutes, à l'abri d'un vieux rideau de toile épaisse tiré pour les protéger de la lumière du jour. Chaque bocal porte, collé sur son couvercle, une étiquette où sont notés le contenu et la date de mise en pot, dans cette même écriture ronde et penchée du cahier. Madame Odile connaît par cœur l'ordre exact dans lequel elles doivent être consommées, la plus ancienne toujours devant, et c'est dire, sans hésiter, laquelle des confitures de myrtille tiendra encore l'hiver prochain et laquelle, au contraire, doit être entamée sans tarder. Sur une étagère basse, près de la porte, des lanternes de secours attendent, prêtes, à côté d'un bidon d'huile soigneusement refermé, d'un tas de bougies liées par un ruban, et d'une caisse à outils en bois ou d'orme, rangée par taille décroissante, tournevis, pince, et une petite lime réservée au seul entretien du mécanisme de la clochette de gel, pour qu'elle sonne juste le jour où elle en aura besoin, précise Madame Odile à qui veut bien l'écouter. Une clochette rouillée sonne mal. Exactement comme nous quand on ne s'entretient plus. Dans un petit renfoncement près de l'étagère aux lanternes, une armoire à outils, fermée par un simple loquet de bois, garde, suspendu à des clous bien alignés, marteau, corde, un vieux crampon à glace attaché par une lanière de cuir, pour qu'il ne se perde jamais. Chaque objet a sa place précise, marquée à la craie sur le fond de bois de l'armoire par un gardien oublié, des décennies plus tôt, et personne, depuis, n'a jamais songé à ranger les choses autrement. La craie, effacée par endroits, a été repassée 2 ou 3 fois au fil des ans, toujours au même endroit, comme on retrace un contour qu'on refuse de laisser disparaître. Contre le mur du fond de la grande salle, une échelle de meunier, patinée par l'usage, permet d'accéder à une petite soupente où sont entreposées, hors saison, les nattes de paille et les couvertures supplémentaires qu'on utilise l'été pour les randonneurs de passage. On y range aussi, pliées avec un soin presque religieux, de vieilles peaux de mouton qu'on déploie parfois, les nuits de froid exceptionnels, sur le sol près du poêle, en renfort du chauffage, une pratique ancienne que le grand poêle de faïence a rendue presque inutile, mais que Madame Odile maintient malgré tout, on ne sait jamais, et une peau de pluie n'a jamais tué personne. Dehors, contre la façade sud du chalet, un appentis abrite le bois de chauffe, empilé en rangées bien nettes selon un ordre de rotation strict. Le bois le plus ancien devant, pour être brûlé en premier, le plus récent au fond, encore en train de sécher depuis l'été. Un vieux calendrier des postes, punaisé à l'intérieur de l'appentis, porte des croix au crayon, une par jour d'hiver, cochée chaque matin par Madame Odile avant qu'elle ne se couche un peu, une façon bien à elle de mesurer, jour après jour, la distance qui reste avant le printemps. Au-dessus de la porte de la chambre du fond, une photographie un peu jaunie, dans un cadre de bois simple, représente le premier gardien du chalet, un homme au visage buriné mais au regard, dit-on, plus doux qu'il n'y paraît sur le cliché, qui fit construire le poêle actuel après qu'un incendie eut détruit l'ancien, voici plus d'un siècle. Madame Odile ne sait de lui que ce que racontent les vieux cahiers et quelques lettres conservées dans un tiroir de la commode, mais elle salue parfois la photographie d'un simple mouvement de tête, en passant, sans trop savoir elle-même pourquoi. Sinon peut-être qu'on salue toujours, un peu, ceux qui ont allumé le premier feu dans un endroit qu'on continue d'entretenir bien après eux. Vers 10 heures, un dernier bruit vient parfois troubler la quiétude du chalet. Celui d'un traîneau tiré par 2 chiens robustes, qui livrent, une fois par semaine en plein hiver, le courrier et quelques provisions fraîches depuis le village. Le livreur, un homme du hameau voisin qu'on appelle simplement le père Baptiste, décharge son chargement en silence, dans la neige, avec des gestes lents et économes, avant d'accepter, invariablement,
la tasse de tisane que lui tend Madame Odile par la porte entr'ouverte, qu'ils boivent ensemble debout, sans grande conversation, juste le plaisir tranquille de deux personnes qui travaillent la nuit et qui se comprennent sans avoir besoin de beaucoup de mots pour cela. Un peu avant minuit, la porte du chalet s'ouvre parfois sur la silhouette de Baptistine, la petite fille de Madame Odile, qui vit au village mais monte, certains soirs d'hiver, chausser ses raquettes pour venir tenir compagnie à sa grand-mère et repartir seulement matin. Elle vient rarement pour le travail lui-même, elle vient pour la chaleur du poêle, et pour la compagnie tranquille de Madame Odile, avec qui elle échange, chaque nuit ou presque, quelques phrases sur rien de particulier, le temps qu'il fera demain. Un livre qu'elle est en train de lire à l'école, une chanson qu'elle apprend et dont elle chantonne, par bribes, quelques mesures sans jamais vraiment finir le couplet. Elle s'installe, la plupart du temps, sur le banc près du poêle, une tasse de la même tisane que Madame Odile entre les mains, et elle regarde, sans un mot parfois pendant de longues minutes, la neige tomber de l'autre côté de la fenêtre, floutée par la vapeur intérieure en une pluie de points blancs sans forme précise, pendant qu'un vieux chien de berger nommé Poilon, la seule autre présence permanente du chalet, vient, immanquablement, poser sa tête sur ses genoux avant de repartir vers son coin près du feu, comme s'il avait simplement voulu, en passant, vérifier que tout le monde était bien là. Vers 1 heure du matin, Madame Odile refait une seconde ronde complète, plus rapide que la première, essentiellement pour vérifier les conduites et recharger le poêle si nécessaire. C'est une ronde qu'elle fait presque en silence, sans allumer davantage de lumière que celle déjà présente, guidée par l'habitude autant que par la vue, connaissant chaque dalle de la grande salle au point de sentir, sous ses chaussons de feutre, celle qui est légèrement décellée depuis un hiver de gel un peu trop sévère, et qu'elle n'a jamais pris le temps de refixer. Elle tient encore, on verra ça au printemps, dit-elle chaque année, depuis 7 ou 8 ans maintenant. Les fenêtres, à cette heure, sont couvertes d'une fine couche de givre qui dessine, sur le verre, des motifs de fougères et de branches que personne n'a jamais réussi à reproduire volontairement, laissant deviner, par les rares interstices clairs, un peu de ciel noir, et parfois, une étoile qui perce entre deux nuages légers. Le reste du verre n'est plus qu'une paroi laiteuse et cristalline, où la chaleur intérieure fait fondre, très lentement, de minuscules gouttes qui glissent vers le bas de la fenêtre avant de regeler aussitôt, dans un cycle silencieux qui ne s'arrête jamais tout à fait de la nuit. Le poêle, dans cette ambiance feutrée, ronronne doucement, avec de temps à autre un craquement plus sec quand une bûche s'affaisse à l'intérieur, laissant échapper, par la petite grille mal ajustée de sa porte, une lueur orangée qui danse sur les dalles de pierre et sur le bas des peaux de mouton pliés non loin. C'est un bruit auquel on s'habitue en quelques minutes à peine, et qui devient vite, comme le clapot d'une barque ou le tic-tac d'une pendule ancienne, non plus un bruit qu'on entend, mais une présence qu'on sent, continue, rassurante, sous tout le reste. Le lac, dehors, produit lui aussi ses propres bruits, plus rares mais bien plus impressionnants. De longs craquements sourds, venus du plus profond de la glace, qui roulent parfois sur toute la surface gelée comme un tonnerre lointain et étouffé. Phénomène que Madame Odile connaît si bien qu'elle ne sursaute plus depuis longtemps, expliquant volontiers, à qui l'ignorerait, que c'est simplement le lac qui se retourne dans son sommeil, comme n'importe qui d'entre nous, cherchant une position plus confortable pour le reste de la nuit. Marguerite, dans sa resserre, change parfois de position sans se réveiller vraiment, un long soupir d'animal tranquille traversant le mur de pierre jusque dans la grande salle, provoquant un léger mouvement d'oreille chez le chien Poilon, qui entr'ouvre un œil, vérifie que tout va bien, et se rendormit aussitôt, satisfait, la tête à nouveau posée sur ses pattes croisées devant le poêle. Un peu plus tard dans la nuit, Madame Odile s'assoit enfin, pour de bon, sur son banc près du poêle, le cahier encore ouvert devant elle, le crayon posé en travers, la dernière ligne de chiffres à peine sèche. Elle ne dort jamais tout à fait, dit-elle, mais elle repose ses yeux, les paupières mi-closes, une main encore posée sur la couverture de toile cirée du cahier, comme pour garder, même dans ce demi-sommeil, un dernier lien avec sa tâche. Le vent, dehors, se lève un peu vers 2 heures. On l'entend siffler doucement le long des avant-toits, sans jamais faire trembler les volets, tant la structure, malgré son grand âge, a été pensée pour tenir bien plus fort que cela. La neige, poussée de biais, vient plaquer contre le mur nord une fine pellicule blanche qui, plutôt que d'assombrir le chalet, semble au contraire épaissir encore son silence, comme une couverture supplémentaire posée par la nuit elle-même sur tout ce qui dort dessous. Au village, invisible depuis le chalet mais présent tout de même dans cette même nuit,
Une unique fenêtre reste allumée tard, celle de la maison de Baptistine, où sa mère, en l'attendant, laisse une petite lampe posée sur le rebord, comme on vérifie, avant de s'endormir tout à fait, qu'une veilleuse reste bien allumée quelque part dans la maison. Au fond de la vallée, invisible depuis le chalet mais présent tout de même dans cette même nuit, les ruches d'hiver du dernier apiculteur du hameau, enveloppées de paille et de toile, gardent leurs abeilles serrées en grappe autour de la reine, immobiles, économes de leur propre chaleur, dans un silence qui ressemble beaucoup, si l'on y songe, à celui du lac gelé lui-même. Une vie qui continue, discrètement, sans qu'on ait besoin de la voir pour savoir qu'elle est là. Sur le lac, sous la glace épaisse, les truites du village continuent, toute la nuit, leur lent travail silencieux. Chacune, ralentie par le froid, se déplace à peine, économe elle aussi de ses forces, attendant sans le savoir vraiment le dégel du printemps, et Madame Odile, en 22 hivers, dit n'avoir jamais réussi à surprendre le moment exact où la première d'entre elles se remet à nager avec entrain, tant ce geste-là, contrairement à tous les autres du chalet, refuse obstinément de se laisser observer en direct. Vers 3 heures, le chien poilon change de position sans se réveiller vraiment, se retourne sur le flanc, une patte avant repliée sur les yeux, dans cette posture particulière des chiens qui dorment devant une source de chaleur depuis si longtemps qu'ils semblent avoir fondu, un peu, dans la forme des dalles qui les portent. Il ne bougera plus jusqu'à l'aube, sinon pour, de temps en temps, entr'ouvrir un œil au moindre bruit de pas de Madame Odile, vérifier que tout va bien, et se rendormir aussitôt, satisfait. Le cahier, sur la table, attend patiemment la prochaine relevée de température, prévue pour 4 heures, dernière de la nuit avant celle, plus officielle, de l'aube, faite cette fois en même temps que la première traite de Marguerite. Moment où Madame Odile allume enfin la grande lampe et commence, tranquillement, la journée qui recommence, toujours identique et jamais tout à fait la même. Le poêle de faïence blanche, dans la pénombre orangée, semble presque phosphorescent par endroits, ses craquelures captant la moindre lueur du feu intérieur et la restituant, doucement, comme de petites veines de lumière courant sur toute sa surface. On pourrait, à cette heure, rester longtemps simplement à le regarder, sans penser à rien d'autre, bercé par le souffle du bois qui brûle et par les craquements lointains du lac qui, comme votre propre respiration, continue en dessous de tout, sans jamais s'arrêter. Et c'est peut-être là, justement, entre le craquement du lac et le souffle du poêle, dans cette chaleur sèche qui ne demande rien, qu'on sent le sommeil commencer, lui aussi, à s'installer doucement, comme une brume tiède qui monterait depuis les dalles de pierre pour venir, tout doucement, envelopper vos propres pensées, une à une, jusqu'à ce qu'elles s'assoupissent, elles aussi, dans un coin tranquille de votre tête. C'est là, précisément, entre veille et sommeil, qu'on fait souvent, sans le vouloir, une drôle d'expérience. On croit monter à nouveau. On croit reprendre ce sentier enlacé à travers les sapins chargés de neige, sentir à nouveau ce même souffle d'air froid et pur sur le visage, comme si le chalet, le lac, la nuit entière recommençaient, un peu plus doucement, un peu plus loin, un peu plus flou. Ce n'est pas vraiment un souvenir, ni tout à fait un rêve, c'est une seconde montée vers le chalet, plus légère que la première, qui se superpose à elle sans la remplacer, comme une seconde couche de givre posée sur la première vitre, dont les motifs, cette fois, ne cherchent plus à être exacts. Dans cette seconde montée, la neige ne crise presque plus sous les pas. C'est un bruit plus doux, plus lointain, comme entendu à travers une porte entr'ouverte. La porte de Mélèze racle encore, mais son raclement s'étire, se prolonge, devient presque une note tenue plutôt qu'un bruit de bois gonflé, une note basse et chaude qui accompagne, comme une musique, chaque pas qu'on fait vers l'intérieur. L'air, dans cette seconde traversée du chalet, n'est plus tout à fait de l'air, c'est une chaleur pure, sans direction précise, qui vous enveloppe entièrement d'un coup, sans qu'on ait besoin de franchir un seuil pour la sentir. Le parfum de résine et de pain tiède est toujours là, mais il s'est fondu à tous les autres, foin séché, tisane, laine mouillée qui sèche près du feu, en un seul parfum unique, plus doux que chacun pris séparément, comme si tout le chalet, cette fois, respirait d'une seule et même chaleur. Le poêle de faïence blanche, dans ce second passage, ne craque plus vraiment. Il bat, régulièrement, comme un cœur plus lent que le vôtre mais accordé au même rythme, une chaleur qui pulse doucement depuis son centre et qui remonte, par vagues très lentes, jusqu'à venir vous trouver, ou que vous soyez dans la grande salle, comme si la distance, ici, ne comptait plus vraiment. Madame Odile, dans ce second chalet, ne fait plus vraiment sa ronde,
elle est simplement là, partout un peu à la fois, une main posée sur une conduite, l'autre feuilletant le cahier, sans qu'on sache très bien si elle commence à tourner ou si elle vient de la terminer, les deux étant devenus, dans cet entre-deux, exactement la même chose. Sa voix, si elle parle encore à Baptistine, ne dit plus de mots précis. C'est un murmure continu, apaisant, dont le sens importe moins que le son lui-même, une musique de bancs de bois et de tisane tiède. Le cahier, sur la table, ne se remplit plus de chiffres nouveaux. Les colonnes anciennes, hiver après hiver, se sont toutes rejointes en une seule longue ligne tranquille. Une température unique qui n'a plus besoin d'être mesurée pour continuer d'exister. Exactement comme votre respiration continue, sans qu'on ait plus besoin de la compter, sous cette histoire qui, elle aussi, commence à se laisser flotter. Marguerite, dans cette seconde traversée, ne dort plus dans une resserre précise. Ce n'est plus qu'une forme chaude et paisible, dispersée quelque part entre la pierre et le foin, qui ne meugle plus vraiment mais dont on sent, malgré tout, la présence tranquille, comme on sent, sans les voir, les battements lents d'un cœur familier tout proche. Le renard, lui, dans ce second passage, ne traverse plus le lac d'un pas précis. Ce n'est qu'une tache rousse très douce, glissant sans effort sur une glace qui n'a plus besoin d'être testée, une silhouette qui va et vient sans que sa route ait plus vraiment de départ ni d'arrivée repérable. Le lac lui-même, dans cette seconde traversée, n'a plus de contour net. La glace s'étend à l'infini, sans qu'on distingue plus où finit la rive et où commence l'eau gelée, et les craquements profonds, s'ils se font encore entendre, n'ont plus rien d'un tonnerre. Ce sont de longues notes graves et tranquilles, comme le lac lui-même en train de respirer, très lentement, sous sa carapace blanche. Le chien poilon, dans cette seconde traversée, ne dort plus sur des dalles précises. Il est devenu, lui-même, une forme de chaleur allongée posée quelque part dans la pièce, sans qu'on ait besoin de savoir exactement où, une présence tiède qu'on sent plus qu'on ne la voit, comme on sent, sans les compter, les battements de son propre cœur pendant qu'on s'endort. Les gouttes de givre, sur les fenêtres, ne fondent et ne regèlent plus une à une dans ce second passage. Elles se sont changées en un scintillement continu et très doux, une poussière de lumière qui ne s'arrête jamais tout à fait, mais qui ne dérange rien non plus, une musique silencieuse faite pour accompagner un sommeil qui n'a plus besoin d'être surveillé pour continuer de s'installer. Baptistine, dans cette seconde montée, reste assise sur son banc, sa tasse de tisane entre les mains, mais elle n'a plus besoin de la boire pour que la chaleur en remonte jusqu'à ses paumes. C'est un souvenir de chaleur, tout aussi réel que la vraie, qui continue de réchauffer ses mains bien après que la tasse, peut-être, a déjà disparu du banc. L'appentis à bois, dans ce second passage, ne demande plus de bûches nouvelles. Le tas, à l'intérieur, s'est stabilisé dans une abondance tranquille et sans fin, exactement la quantité qu'il faut, pour toujours, sans qu'on ait plus besoin d'y penser, comme un ordre de rotation qu'on aurait trouvé une bonne fois pour toutes et qui n'a plus jamais besoin d'être révisé. La clochette de gel, dans cette seconde traversée, ne guette plus aucun seuil précis. Le fil de laiton s'est changé en une note continue, à peine audible, qui rassure sans jamais avoir besoin de sonner pour de bon, une promesse tranquille que tout, ce soir, tient déjà bon. Et le renard, sur la rive, ne chasse plus rien. Il est devenu une forme immobile parmi les formes immobiles de la nuit, une garde parmi les gardes, veillant sur un sommeil qui n'a plus besoin d'être surveillé pour se poursuivre. Les marcheurs du dimanche, eux, s'ils reviennent un instant dans ce second chalet, ne posent plus de questions. Ils sont simplement là, silhouette douce déambulant sans bruit autour du poêle, regardant les flammes sans rien demander à Madame Odile, qui n'a plus, elle non plus, besoin de répondre. L'armoire à outils, contre son mur, ne referme plus rien de précis. Les marteaux, les cordes, le vieux crampon à la lanière, flottent doucement à leur place tracée à la craie, sans qu'on ait besoin de les y remettre, comme s'ils avaient toujours su, d'eux-mêmes, où était leur maison. La photographie du premier gardien, au-dessus de la porte du fond, ne garde plus, dans cette seconde traversée, un visage aussi précis. Les traits se sont adoucis dans la pénombre orangée, jusqu'à ne plus former qu'une présence bienveillante, sans âge, qui continue de veiller sur le chalet sans qu'on ait besoin de la saluer pour le sentir. Et le traîneau du père Baptiste, s'il revient un instant dans ce second passage, ne livre plus de courrier précis. On entend juste, au loin, un pas de chien très lent sur une neige qui ne finit jamais, un bruit ami qui rassure sans jamais avoir besoin d'arriver tout à fait. Et c'est très bien de ne plus très bien savoir, à présent, si vous êtes encore dans la première montée vers le chalet, ou déjà dans la seconde,
ou dans un endroit entre les deux où les deux se mélangent sans se contredire. C'est exactement ce vers quoi cette histoire vous menait depuis le début, non pas vers un sommet, puisqu'il n'y en aura pas ce soir, mais vers ce point tiède et flottant où la nuit continue toute seule, sans qu'on ait plus besoin de la suivre, sans qu'on ait plus besoin de rien faire du tout, sinon respirer, doucement, au rythme du poil, ou au rythme de votre propre sommeil, ce qui, à cette heure, est devenu exactement la même chose. Dehors, la neige continue de tomber sur le toit de Bardo, glissant doucement vers les avant-toits, sans jamais s'accumuler assez pour peser sur la charpente ancienne. La vallée entière dort sous son drap blanc, sapins, lacs, amants endormis, et seul le chalet, sur son promontoire, garde sa petite lumière orangée, veillant, nuit après nuit, sur ce qui reste vivant sous le gel. Le poêle bas, en dessous, fidèle. Le bois brûle lentement, aller, retour, oscillant qu'un souffle qu'on ne compte plus. Le lac, au loin, continue de craquer doucement pour personne et pour vous à la fois. Dormez, maintenant, la nuit dans le chalet continue toute seule, elle n'a plus besoin de vous pour rester chaude, vous pouvez la laisser filer sans vous, comme on laisse une bonne chaleur remplir une pièce, et dont on finit par oublier, doucement, qu'on la sentait encore. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.